Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, on est très nombreux, pas seulement dans cet amphithéâtre, effectivement, puisqu'on est beaucoup plus nombreux encore en visio. Bon, cet événement-là, on l'a attendu, on l'a préparé. C'est vraiment le fruit d'un travail au long cours du département de la conservation préventive de l'établissement, du Centre de recherche et de restauration des musées de France, dont je suis Jean-Michel Oyer-Asquette, donc le directeur. Donc je ne reviendrai pas sur l'établissement, je suppose que vous connaissez, donc qui est au service en 3 mots, qui est au service des collections et des responsables de collections sur l'ensemble du territoire, donc les musées bien évidemment, mais également les collections qui sont dans les monuments historiques ou certaines collections issues de fouilles archéologiques. Et donc à la fois en termes d'analyse, en termes de restauration et puis d'accompagnement en fait des acteurs culturels dans le cadre de la conservation préventive, donc sur des projets de réserve, sur des projets de vitrine, etc. et sur la conservation globalement des collections et des biens culturels. Donc c'est dans ce cadre-là effectivement qu'il y a eu tout ce travail qui a été conduit sur les plans de sauvegarde et des biens culturels, avec effectivement plein d'acteurs, des acteurs du ministère, des acteurs extérieurs, des acteurs sur l'ensemble du territoire, parce que vraiment c'est un sujet qui nous touche tous, aussi bien les conservateurs de musées que les régisseurs, les préventeurs, la sécurité civile, les SDIS. Enfin, véritablement, c'est quelque chose qui... Et puis, effectivement, les municipalités, puisqu'elles sont propriétaires de nombreuses collections, et puis un certain nombre d'autres acteurs, je pense notamment pour les monuments historiques, aux conservateurs des antiquités et des objets d'art, au-delà des conservations régionales des monuments historiques, ou même le clergé pour un certain nombre d'églises, parallèlement aux municipalités. Donc, et les bibliothèques, bien évidemment. Excusez-moi. Enfin, quand je parlais de collections publiques, j'intégrais effectivement les collections des bibliothèques. Mais effectivement, il faut le signaler, puisque les collections. Mais il y a également les archives à ce moment-là, parce qu'on a effectivement des problèmes totalement similaires, sachant en plus que les archives ou les bibliothèques sont parfois réparties dans bien des établissements qui ont d'autres collections à gérer. Alors, c'est comment dirais-je, un projet important, c'est un projet au long cours, puisque là, c'est la première session, il y en a encore 5 autres, avec des objectifs sur lesquels je reviendrai, mais qui sont vraiment, me semble-t-il, utiles et qui doivent être partagés. L'enjeu, c'est effectivement la question du dialogue, des échanges d'informations pour que les PSBC à la fois se construisent, soient connus, et le cas échéant, au-delà des exercices, soient appliqués. Voilà. Donc, alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, en tant que directeur de l'établissement, bien évidemment, mais aussi au titre de mes anciennes fonctions de chef du service du patrimoine au ministère, où en fait il y a un certain nombre de sinistres qui ont dû être gérés, et des incendies notamment, et dans lesquels effectivement parfois le plan de sauvegarde a vraiment joué tout son rôle. Je pense notamment un qui m'a beaucoup marqué, c'était l'incendie de la mairie de La Rochelle. Donc grand monument historique avec beaucoup de collections, d'objets protégés au titre des monuments historiques. Et le plan de sauvegarde était extrêmement bien partagé avec tous les acteurs locaux, et tout s'est bien passé. Pas un seul objet n'a été perdu ni abîmé, alors même que l'hôtel de ville a été vraiment très, très meurtri. Alors aujourd'hui, il est pleinement restauré, mais il a été très meurtri par cet incendie. Donc, au titre du C2RMF, au titre de mes précédentes fonctions, mais au titre aussi du nombre de sinistres, vous les avez là, et de leur diversité surtout. Puisqu'on voit bien, je parlais du feu, mais on a également des sinistres de toute nature et de toute envergure. Et on voit bien qu'à chaque fois se pose la question, effectivement, de ce qui doit être évacué, de ce qui doit être protégé, d'où la nécessité, effectivement, d'anticiper, ce qui me paraît extrêmement important.
Alors, l'autre point, effectivement, sur lequel j'irai pas trop loin, c'est effectivement le changement climatique, puisque c'est également un élément alors, qui multiplie un certain nombre de phénomènes qui ont des conséquences, qui peuvent avoir des impacts sur les collections publiques, mais c'est un élément aujourd'hui à prendre extrêmement en compte de ce point de vue-là, compte tenu de la multiplication des manifestations qui peuvent porter atteinte alors, aux bâtiments, mais aux collections qu'ils abritent. Donc on l'a dit tout à l'heure, 6 sessions, donc, avec la première aujourd'hui, donc, qui va surtout aborder en fait, la présentation globale et puis la méthodologie. Et puis après, il y aura des sessions beaucoup plus pratiques, mais je pense que c'est une façon de poser le sujet, d'identifier l'ensemble des acteurs et les principes qui doivent, comment dirais-je, conduire à l'élaboration du PSBC. Alors, les objectifs de toutes ces journées, hein, c'est l'un des premiers, qui est pas le moindre, c'est de rassembler tous les acteurs, hein, physiquement ou virtuellement, mais c'est un premier élément. Donc, vous venez d'horizons extrêmement divers et je pense que ça, c'est extrêmement important, notamment pour les échanges qui peuvent avoir lieu. Alors, il y aura la possibilité, effectivement, par le biais du chat, de poser des questions et d'avoir des réponses, et dans la salle également. Je pense que c'est important d'avoir tous les points de vue et puis des visions qui se croisent. Et alors, l'objectif que nous nous sommes donnés, mais alors qui est très ambitieux, c'est les moyens de rédiger un PSBC dans un temps contraint. Donc voilà, et on voit bien aujourd'hui le nombre de collections, le nombre de monuments historiques qui n'ont pas encore aujourd'hui un PSBC ou qui ont un embryon de PSBC. À la fois, moi je l'ai vu plutôt du côté des monuments historiques parce que tout le monde reculait devant la tâche en estimant que ça allait être trop important, trop lourd, qu'il y avait des choix à faire et que personne n'était... et puis surtout qu'il fallait toujours compléter la documentation liée à chaque objet, etc. Et donc c'était un vrai frein. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, les faits, les sinistres qui sont passés conduisent un peu à revisiter en fait, cette complétude absolue pour arriver à quelque chose qui identifie bien les priorités et qui permet de les partager. Donc voilà, alors ce qu'il y a surtout, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que vous allez aborder la méthodologie, le plan, ce qu'il faut faire, etc. Après, il y a une adaptation locale incontournable. Il n'y a pas une situation qui soit la même, les risques ne se réaliseront pas de la même façon, les collections ne sont pas identiques, donc il y a forcément une adaptation locale extrêmement importante et qui nécessite effectivement, là aussi localement, de rassembler tous les acteurs au niveau le plus local, puis surtout de partager le résultat, de le faire connaître, qu'il soit identifié clairement pour qu'il soit utilisable le cas échéant. Et avec effectivement les contreparties d'entretien, puisque les gens changent, etc. Et donc il y a forcément des remises à jour à faire et des compléments. Voilà ce que je pourrais dire en introduction. En tout cas, merci à tous d'être là. Et puis, je laisse la parole à Marie Coursolo. Merci à tous encore. Merci, monsieur le directeur, pour votre présentation et introduction sur ce webinaire. Donc effectivement, ce webinaire aujourd'hui vient clôturer le cycle d'ateliers qu'on avait mis en place depuis 2019. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer la méthodologie, le contour de la méthodologie, son histoire pour que vous puissiez comprendre comment vont se dérouler ces différents cycles d'ateliers. Laurent Fuentes, qui se trouve avec nous, prendra la parole ensuite sur la partie plus précisément du plan de sauvegarde, et on abordera les questions pratiques sur la collecte des informations et quels seront les prochains éléments que vous devrez fournir pour la fois prochaine. Donc ce webinaire sera la dernière action sur l'accompagnement à la rédaction des plans de sauvegarde, et il vient finalement clôturer tout ce travail de longue haleine qui avait commencé en 2018. Alors, quelques informations sur le public et le grand groupe que nous constituons aujourd'hui. Donc, 664 inscrits.
donc principalement en visio, avec des profils participants, principalement des personnes en poste de direction, responsables de collection, des régisseurs. Il faut aussi souligner et applaudir la présence des sapeurs-pompiers qui représentent presque 14% du public aujourd'hui. Et non des moindres, la présence des conservateurs, restaurateurs, préventeurs, responsables bâtiments et responsables sécurité qui sont aussi présents pour ce webinaire. Alors, dans les profils autres, on va avoir des personnes qui viennent de municipalités, des personnes qui sont plutôt dans l'administration, qui suivent aussi ce webinaire. Sur la répartition géographique, donc vous voyez une forte présence des Parisiens, et c'est lié à la forte proportion aussi de patrimoine conservé dans la région Île-de-France, et ensuite de manière assez homogène, un nombre de participants plutôt égal. Excepté en Normandie, et ça c'est lié au fait que nos collègues en Normandie, notamment le GASP, animent aussi de leur côté un atelier dédié sur le même sujet à l'ensemble des patrimoines. Vous avez ici la représentation département par département des collègues qui se trouvent sur le territoire français. On souligne aussi la présence de nos collègues des Outre-mer et, je reviens sur la diapo précédente, des participants étrangers qui viennent de Suisse, d'Italie, Portugal, Principauté de Monaco, Guinée, Égypte, Tchad et Canada. Donc petite parenthèse pour nos collègues étrangers, et on salue leur courage pour affronter le décalage horaire. Le webinaire est adapté à la réglementation française. Donc évidemment, tout ce qui sera en lien avec la priorisation sera adapté au regard de vos réglementations et législations nationales. Alors, on vous remercie aussi d'avoir participé au sondage qu'on vous a adressé pour connaître... pour mieux vous connaître et pour comprendre aussi le groupe qu'on constitue aujourd'hui. Donc une très forte majorité de musées qui vont représenter les 3/4 quasiment du public. La présence des archives, plutôt des archives territoriales, des bibliothèques et des collègues qui sont préventeurs ou conservateurs en freelance. Sur la volumétrie des collections, on va voir, comme vous pouvez le constater, plutôt des petits et moyens établissements avec des volumétries de collection qui qui sont inférieures à 5 000 items jusqu'à 30 000 items, et puis un dernier quart avec des grands et très grands établissements qui viennent aussi composer ce panel. Alors ça, c'est une donnée aussi intéressante. Est-ce que vous occupez des bâtiments anciens avec une protection MH, donc inscrits ou classés? Et dans une grande majorité, on constate effectivement que vous occupez des espaces dans des bâtiments anciens. Donc je pense que Laurent Fuentes reviendra sur ce sujet, mais c'est intéressant et c'est important de le souligner dans le cadre de la rédaction du plan de sauvegarde. Ça va aussi avoir un impact, notamment sur l'analyse des risques. En termes d'effectifs d'établissement, ça corrobore aussi la taille de la volumétrie des collections. On va plutôt être avec des établissements de petite et de moyenne taille, avec des petites équipes pour 40%, inférieures à 10 personnes, des moyennes équipes entre 10 et 50 personnes, puis de très grandes équipes pour le dernier quart de notre panel. Sur la question, avez-vous identifié un responsable sécurité? Vous êtes assez nombreux à l'avoir fait, et c'est important que vous puissiez déterminer qui est le responsable sécurité dans votre établissement pour pouvoir aussi être un référent vis-à-vis de vos services d'incendie et de secours. Sur la question de l'identification du coordinateur plan de sauvegarde, là c'est pareil, vous êtes assez nombreux à avoir identifié d'ores et déjà un coordinateur plan de sauvegarde ou un binôme plan de sauvegarde. Alors ça, c'est intéressant de pouvoir le faire dès aujourd'hui, c'est-à-dire que vous sachiez qui va rédiger le plan de sauvegarde ou quelle est l'équipe qui va participer à ce travail. Donc idéalement, il faudrait que la fois prochaine, quand on se reverra au mois de mai, on soit à 100% de collègues qui ont identifié le coordinateur PSBC.
Et il en est de même sur la mise en place du groupe de travail plan de sauvegarde, dont on constate que pour le moment, vous êtes plutôt une majorité à ne pas avoir constitué d'équipe autour de ce thème. Mais c'est quand même aussi intéressant de pouvoir vous dire que ce travail se fait de manière collaborative, en équipe, avec les compétences de chacun de vos collègues. Donc l'idée, c'est que vous puissiez en amont aussi préparer ce travail avec, à travers ce groupe de travail qui serait constitué. Sur la question des prises de contact avec vos services d'incendie et de secours, pour le moment, et c'est normal, hein, une plus forte majorité n'ont pas encore contacté leur service d'incendie et de secours. On verra tout à l'heure pourquoi c'est important de le faire. Et donc ça, c'est pareil, c'est aussi une échelle qu'on aimerait pouvoir voir bouger sur les prochains webinaires. Pour conclure sur la connaissance du public qui est aujourd'hui présent, les 3/4 n'ont pas commencé ou sont au tout début de l'amorce du plan de sauvegarde et un quart a déjà bien engagé le travail. Donc pour ce dernier quart, il y a peut-être des choses qui vont être redondantes avec ce que vous avez fait, mais l'idée c'est aussi de pouvoir réviser son plan, l'actualiser, discuter, échanger aussi à partir de votre expérience pour venir enrichir les échanges. Voilà, donc ça c'était sur la partie de la connaissance du groupe. Nous concernant, donc là vous avez les 6 personnes qui constituent l'équipe plan de sauvegarde, donc qui se cachent derrière l'adresse mail à laquelle nous vous écrivons. Juliette Rémy qui est responsable du département conservation préventive, Martina Lange-Bréjon qui est régisseur des collections et Pascal Faux qui est chargé de mission en conservation préventive. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Julie Roland, qui est responsable de la régie au C2RMF et qui anime depuis le début les ateliers plan de sauvegarde. Et elle est aussi en charge pour le C2RMF du plan de sauvegarde de l'établissement. Jocelyn Perrier-Mercereau est quant à lui chargé d'études en conservation préventive. Il est aussi animateur de ces ateliers plan de sauvegarde depuis le démarrage et en parallèle, il est coordinateur des sections du Bouclier Bleu France. Et quant à moi, je suis Marie Courcelot, donc je suis chargée de mission en conservation préventive au C2RMF et je suis présidente du Bouclier Bleu. Et aujourd'hui, pour venir compléter les propos et éclairer de son expertise ce sujet du plan de sauvegarde, nous accueillerons Laurent Fuentes, lieutenant-colonel, qui est chargé de la prévention et la sécurité des patrimoines au sein de la MISA, la mission inspection sécurité audit au sein du ministère de la Culture. Donc les experts seront amenés à changer au fil des thématiques qui seront abordées, de même que l'équipe, et vous aurez à chaque fois un de ces 6 représentants pour animer le webinaire. Alors, concernant la méthode, pour que vous sachiez sur comment on va fonctionner, sur quelle base on est parti, petit flashback en 2018. Et ce travail a commencé par l'analyse des données pour nous. L'idée, c'était de connaître les pratiques en conservation préventive de nos collègues. Et on a travaillé à partir des questionnaires d'auto-évaluation qui nous sont transmis quand on est saisi par un musée pour intervenir sur des questions de conservation préventive. À travers ce questionnaire d'auto-évaluation, on s'est aperçu que très très peu d'établissements avaient travaillé sur leur plan de sauvegarde. Donc on a gratté un petit peu le sujet, on s'est rapproché du ministère de la Culture et quand on a analysé et mis en parallèle les données de muséophiles qui sont collectées par le ministère de la Culture, on a établi cette cartographie qui montrait qu'en 2018, il y avait seulement 17% des musées de France qui disposaient d'un plan de sauvegarde, avec, comme vous le constatez aussi, de grosses disparités territoriales. Alors, l'idée aussi, c'était de se dire, mais pourquoi avons-nous un si faible nombre de plans de sauvegarde aboutis, alors même que la formation existe, la documentation sur le sujet est plutôt pléthorique, et on a aussi une forte incitation depuis de nombreuses années du ministère de la Culture à rédiger ces plans de sauvegarde. Alors, plusieurs raisons. La plus évidente, c'est l'absence de cadre législatif qui impose la rédaction des plans de sauvegarde.
La deuxième, en discutant avec nos collègues, c'est aussi le manque de connaissances sur le sujet. Un manque, par exemple, sur comment est-ce qu'on analyse les risques sur un bâtiment. On n'est pas tous spécialisés en sécurité et sûreté. Voilà, donc il y avait aussi des choses qui nécessitaient d'être complétées, portées à connaissance. La nécessité pour établir ce travail de multiples compétences pour l'analyse des risques, par exemple, pour la vulnérabilité, pour établir la vulnérabilité des collections, du bâtiment, des compétences pour le volet scientifique pour établir les priorisations des collections, des compétences aussi pour la logistique, gérer la logistique en phase de crise, les ressources humaines et tout ça aussi venait freiner l'aboutissement des plans de sauvegarde. Un autre problème qui a été identifié en 2018, mais qui depuis a été résolu, c'était pour nos collègues l'absence d'interlocuteurs ou de personnes ressources externes, c'est-à-dire vers qui se tourner quand je souhaite travailler sur mon plan de sauvegarde pour bénéficier de conseils ou d'expertise pour avancer sur ce sujet. Donc maintenant, pour les musées, on a le département de la conservation préventive qui peut être saisi pour travailler sur ce sujet. Pour les archives départementales, on a notre collègue Tifong Nguyen du service interministériel des archives de France. Et pour les bibliothèques territoriales, tout récemment est présente aujourd'hui parmi nous, Michaela Rega, qui sera aussi en charge d'accompagner les bibliothèques pour leur plan de sauvegarde. Dernier élément qui manquait à l'époque, qui est remonté sur les manques et les difficultés à établir ce plan de sauvegarde, l'absence de modèle type et à chaque fois la question revenait de comment est-ce qu'on formalise ce document, par quoi on commence, quel plan on met, comment est-ce qu'on les... Voilà, comment est-ce que ce document doit prendre forme et quelle forme in fine il doit avoir. Et l'absence d'outils dédiés qui permet aussi d'accélérer un peu la rédaction du plan. Donc tout ça n'existait pas à cette époque. Donc en conclusion, ce travail était finalement jugé trop technique, trop chronophage, quelle que soit la taille de l'établissement, donc pas forcément que pour les petits établissements, même les grands établissements avaient du mal aussi à avancer sur ce sujet, quels que soient ses moyens humains ou matériels, et donc devenait de fait non prioritaire dans le calendrier des musées. Sur l'esquisse, en fait, sur la manière ensuite dont tout ça s'est formalisé, on s'est posé de nombreuses questions face au constat. Donc, on pouvait répondre à certaines problématiques. Le manque d'outils, on va essayer de créer des outils. Le manque d'interlocuteurs, on va essayer de trouver des interlocuteurs. Mais après, comment est-ce qu'on avance sur ce sujet pour que les plans aboutissent ? Donc, la solution qui nous a semblé la plus intéressante et la plus pragmatique, c'était de se dire de créer des ateliers d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à plusieurs reprises et on va avancer ensemble pas à pas sur la rédaction de ce plan de sauvegarde. Donc c'est comme ça que nous avons développé ce projet d'accompagnement des musées dans la rédaction de leur plan. Donc on s'est d'abord concentré sur la définition des objectifs avec des objectifs atteignables dans le temps, donc en fixant une deadline et en définissant en amont les objectifs, en créant les outils spécifiques et en élaborant une méthodologie rigoureuse qui puisse être reproductible quel que soit le territoire, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, on s'insère dans un canevas qui peut être ensuite repris autant de fois que de nécessaire et évidemment adapté au contexte. Donc les objectifs de la méthode, c'est de doter les établissements volontaires d'un plan de sauvegarde opérationnel. Donc un plan de sauvegarde, il y a deux volets. Il y a le volet opérationnel, la partie qui est dédiée aux pompiers, qui va leur permettre de connaître et de comprendre le bâtiment, de trouver les œuvres prioritaires qui seront à évacuer, à protéger sur place. Et le deuxième volet, c'est le volet fonctionnel ou organisationnel qui permet à votre établissement de se mettre en action face à la crise. Donc l'objectif qu'on se donne aujourd'hui, c'est de vous accompagner sur ce volet opérationnel, c'est-à-dire le document qui sera utile aux pompiers. Le délai pour y parvenir, c'est 1 an. Donc notre dernière séance ayant lieu en février 2024. On devrait, a priori, avoir fini la rédaction de ces plans d'ici l'année prochaine.
Le but aussi, c'est de favoriser le maillage territorial et la solidarité interétablissement. Donc, dans le cadre des ateliers, avant ce webinaire, on partait sur le terrain, mes collègues et moi, pour mettre en place ces cycles d'ateliers. Donc, évidemment, on se retrouvait avec l'ensemble des collègues, les services de secours, les SDIS, les différents SDIS qui participaient. L'idée, c'était de pouvoir échanger avec, de manière interprofessionnelle entre la culture et les services de secours, et aussi de se connaître à l'échelle d'un territoire, parce que ça paraît pas aussi évident de connaître son voisin, les archives, les bibliothèques, etc., avec lesquelles on n'est pas toujours en contact. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est vraiment de se dire qu'on travaille en commun et qu'on essaie de partager et d'échanger avec l'ensemble du groupe. Pour nous, le but était aussi de participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de protection et de sauvegarde du patrimoine et de poursuivre le développement de la culture du risque majeur dans les établissements patrimoniaux, qui aujourd'hui n'est pas encore un sujet tout à fait pris en compte de manière générale. Donc, ces ateliers ont permis d'accompagner plus de 200 musées dans l'élaboration de leur plan de sauvegarde, de favoriser l'acquisition du matériel dédié. Et là, je souligne l'implication des DRAC sur ce sujet, qui subventionne assez largement l'acquisition du matériel dédié au plan de sauvegarde. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller en DRAC pour aborder cette question avec lui. Faire travailler donc ensemble les services de secours, les établissements culturels, et aussi favoriser l'engagement de la mise en place d'exercices. Grandeur nature. Voilà, vous savez tout. En tout cas, sur le contour de la méthode. Donc, vous allez maintenant être sur le point de faire partie de l'aventure. Quelques infos supplémentaires dans le lien en dessous si vous le souhaitez. Et pour nous maintenant, on va donc travailler en cycle d'atelier, c'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'on échange, qu'on discute et vraiment qu'on travaille ensemble, même si on est, alors aujourd'hui, pas forcément très nombreux en salle, mais plutôt très nombreux en visio. On va vous expliquer sur quels outils on va travailler, mais vraiment, on est dans une dynamique de partage et une dynamique collaborative. On va avancer de manière graduelle, avec donc des experts qui interviendront pour chacune des thématiques, avec l'éclairage particulier qu'ils apporteront sur la thématique couverte. Et alors là, c'est important que je souligne tout de suite le fait qu'il ne s'agit pas d'une formation au sens strict. Donc on ne va pas vous parler de théorie sur l'analyse des risques, les différentes méthodes d'analyse des risques. On va simplement vous donner les clés et vous aiguiller sur les choses qui sont les plus pragmatiques pour vous faire avancer sur votre plan de sauvegarde. Donc vous n'aurez pas d'attestation de formation à la fin. En revanche, vous aurez des attestations de présence, et ça, je vous en reparlerai. Donc, c'est vraiment pas une formation. Donc, on est vraiment sur un cycle d'ateliers de travail. Donc, les limites du programme, c'est que la partie fonctionnelle, c'est donc le deuxième volet qui vient dans le plan de sauvegarde, sera en partie traité, étant donné qu'on va parler de la gestion des ressources humaines, des moyens humains et des moyens matériels. Mais tout ce qui va concerner la formation de vos agents, la gestion quotidienne de votre plan de sauvegarde, etc., ça sera à vous de travailler dessus au sein de votre établissement. Et le point le plus important, c'est que la réussite du projet va reposer sur votre engagement personnel. Les résultats attendus à la fin de ce cycle d'atelier, donc quand on se retrouvera en 2024, normalement, vous devrez disposer du plan opérationnel, du PSBC, qui sera utilisable par les pompiers, d'un modèle de gestion avec l'actualisation, l'alimentation du document. Donc là, vous aurez les clés aussi pour gérer ce document au long cours, et les clés pour la mise en œuvre d'un exercice grandeur nature. Donc 6 séances de travail d'une demi-journée, donc ça sera a priori toujours un jeudi, de 14h à 17h, 17h30, et des thématiques qui vont être, qui se suivent pour pouvoir s'imbriquer les unes dans les autres et constituer, in fine, la totalité du plan de sauvegarde. Donc aujourd'hui, on va parler de la collecte des informations. Au mois de mai, on parlera de la priorisation des collections, puis ensuite des espaces de repli et de traitement, des moyens humains et matériels,
de la mise en place d'un exercice, et enfin on fera le bilan au mois de février et on vous présentera différents rétextes thématiques. Donc aujourd'hui on ne vous parlera pas de la priorisation, on ne vous parlera pas des espaces de repli, il faudra vraiment attendre chaque séance pour pouvoir avoir les informations sur ce sujet. En revanche, vous disposerez à chaque fois des apports théoriques, des outils utiles spécifiquement pour chacune des séances et des devoirs et des tâches que vous aurez à réaliser pour la fois suivante. Alors, plusieurs ressources qui sont disponibles en ligne. Donc, le manuel PSBC que vous pouvez télécharger sur le site du C2RMF qui reprend la méthodologie que je viens de vous présenter. Donc, vous pouvez avancer aussi, si vous le souhaitez, de votre côté en suivant le manuel. Le modèle plan de sauvegarde qui sera présenté par ma collègue Julie Roland tout à l'heure, sur lequel on va vous inciter à travailler. Des outils numériques pour l'aide à la priorisation dont on vous parlera la fois prochaine, et des ressources plus largement sur le plan de sauvegarde, sur la gestion de crise, le management en gestion de crise, etc., sur les ressources du C2RMF et les ressources du ministère de la Culture qui ont été récemment enrichies et actualisées, notamment avec les muséofiches de la MISA, que vous retrouverez sur ce lien Internet. Alors là, comment tout ça va s'organiser? Donc, on va travailler sur la plateforme Rezana, sur laquelle je pense que vous êtes déjà connectés. L'idée, c'est que vous puissiez régulièrement vous y connecter pour pouvoir alors répondre aux sondages qu'on pourra vous envoyer, accéder aux présentations et aux outils, échanger entre vous sur le forum, et on partagera sur cet espace-là, l'espace privé de Rezana, par département, les coordonnées mail des collègues. Donc si vous ne souhaitez pas, vous nous envoyez un mail. Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous rencontrer, discuter à l'échelle locale. Et vous pouvez aussi partager vos documents, si vous le souhaitez, sur cette plateforme. Alors, simplement une petite incise pour vous dire que comme on est très nombreux, on ne pourra pas répondre individuellement par mail, donc on ne va pas favoriser l'échange de mails, mais cet outil Rezana pour communiquer avec vous. Donc la boîte mail sera simplement utilisée pour des échanges plus ponctuels. Donc là, je vais vous présenter la plateforme. Donc, quand vous allez sur Rezana, vous arrivez sur la page de présentation avec l'agenda, la présentation générale. Et dans les dossiers, vous trouverez l'ensemble de la documentation qui peut vous être utile sur l'analyse des risques, de la bibliographie, des conseils de rédaction, des conseils sur la gestion de crise, la réglementation et plus spécifiquement sur le risque inondation. Vous pouvez partager dans cette rubrique les documents qui vous paraissent les plus utiles. Et pour chacune des séances, vous trouverez les informations thématiques de chacune de ces séances-là. Vous pouvez dialoguer entre vous dans la phase dialogue, créer un groupe de discussion, discuter, échanger et vous créer des tâches à accomplir. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment la plateforme sur laquelle on va travailler durant cette année. Je reviens sur le PowerPoint. Et pour conclure sur les différentes ressources et les interlocuteurs utiles de connaître, le bouclier bleu France, dont vous avez les coordonnées mail. Quelques éléments clés, très brefs et rapides. Le bouclier bleu France, c'est le relais du Blue Shield international, donc, qui vient de la Convention de La Haye de 1954, qui a été créé en 1996 par ses principaux organes fondateurs, ICOMOS, ICOM, ICA et IFLA. Et un deuxième protocole qui a été publié en 1999 et ratifié par la France en 2016, qui renforce la protection du patrimoine en cas de conflit armé. En 2018, il devient le Blue Shield International, c'est donc son nom actuel.
Alors en France, le bouclier bleu est né en 2001. Donc son nom d'origine, c'est le Comité français du bouclier bleu, qui devient le bouclier bleu France en 2019. Aujourd'hui, c'est 350 adhérents, 7 sections locales. Donc c'est intéressant aussi que vous puissiez vous rapprocher des sections locales si vous souhaitez avoir et bénéficier de l'expérience du réseau localement. Le bouclier bleu, c'est aussi de la formation pour les professionnels de la culture ou du secours, de l'information de manière générale, un centre de ressources, la possibilité d'échanger avec l'ensemble des acteurs publics, privés, pour tout le type de patrimoine, et l'intervention en cas de sinistre sur le patrimoine impacté. Alors pourquoi le bouclier bleu peut vous être utile dans le cadre de ce travail? Parce que c'est un centre de ressources dans lequel vous pourrez trouver des informations, parce qu'on fait aussi de la formation, un relais local sur le terrain, et ça peut aussi vous permettre de participer à des exercices qui sont organisés par les différents SDIS sur le territoire national. Le numéro d'urgence du bouclier bleu, c'est assez simple de s'en rappeler, hein, c'est le 15 août à 15 h, donc 09 80 95 15, pour des demandes d'informations ou en cas de crise. Un autre interlocuteur intéressant pour vous de connaître, c'est la FFCR, la Fédération française des conservateurs restaurateurs, qui a édité une liste de conservateurs restaurateurs qui peuvent intervenir dans la phase organisationnelle de la gestion de crise, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante. Donc si vous avez besoin d'un conservateur sur une place sinistrée, vous pouvez aussi contacter la FFCR. En bref, et pour conclure, le plan de sauvegarde que vous allez réaliser à partir de ces différentes séances va vous permettre de coordonner la gestion de sinistre avec les services de secours. Donc une place sinistrée, alors c'est ça. Alors, comme ça, là c'est un peu difficile à comprendre. C'est un schéma qui a été élaboré par un collègue pompier du SDIS 33 qui permet de visualiser les différents moments de la place sinistrée. Donc, ici, on a la zone d'intervention dans laquelle les pompiers vont intervenir pour traiter, gérer le sinistre. On va avoir la zone de repli dans laquelle les œuvres auront été déposées par les pompiers, puis prises en charge ensuite par l'établissement. La zone de traitement dans laquelle on va commencer à traiter en urgence les collections. Et ensuite, ici, tout le rôle de l'établissement. Donc chacune des séances va vous permettre d'orchestrer avec les services de secours cette place sinistrée. Le cœur du dispositif, c'est bien le plan de sauvegarde. Et la première séance qu'on va faire aujourd'hui, donc la collecte d'informations, elle sera utile aux pompiers pour comprendre et connaître votre bâtiment. Donc l'idée, c'est que vous leur donniez l'ensemble des informations, les plans, les différents outils, et je ne vais pas détailler parce que c'est l'objet de la suite de la séance. Mais cette séance 1 va permettre aux pompiers de comprendre et de connaître votre bâtiment pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible et donc de sauver, et on pourra dire mieux. La deuxième séance, qui est la séance de priorisation, donc vous voyez, elle se trouve maintenant à la charnière entre les deux mondes, entre celui de l'intervention des secours et celui de la prise en charge de l'établissement. La séance 3, donc là, on va aborder la question de l'espace de repli, la zone de traitement. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment ensuite dans la partie qui vous concerne, vous, sur comment est-ce qu'une fois le sinistre passé, vous allez, dans quels espaces vous allez mettre les œuvres qui ont été sinistrées, comment est-ce que vous allez les traiter et surtout où vous allez les traiter. Donc ça, c'est ce qu'on abordera dans cette séance 3. Dans la séance 4, on abordera la question des moyens humains et matériels. Donc, comment s'organise l'établissement pour faire face à la crise? Quels sont les rôles de chacun des intervenants? Comment on organise la cellule de crise? Et in fine, comment aussi, la boucle est bouclée, on communique avec les acteurs des services de secours.
Et donc la dernière séance, c'est la séance de préparation de l'exercice. Et au moment où vous engagerez votre exercice, vous vous retrouverez de manière fictive évidemment, mais dans cette configuration avec l'ensemble des acteurs, le plan de sauvegarde au cœur du dispositif et l'ensemble ensuite de l'orchestration du plan de sauvegarde. Voilà, et je vais laisser la parole à Laurent Fuentes, lieutenant-colonel de la MISA, qui va donc vous parler du PSBC de manière beaucoup plus précise. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je remercie le C2RMF de m'avoir invité à cette séquence. C'est toujours un plaisir de travailler avec Marie Courcelot et je pense par ailleurs que le C2RMF a beaucoup plus de moyens pour mettre en œuvre une politique de réalisation de PSBC que ce que je n'ai comme moyen la mission sécurité-sûreté, évidemment. Alors, je vais vous parler, j'ai 25 minutes, mais on est même en avance sur le chrono, je crois. Je vais vous parler de PSBC avec un petit peu de théorie, mais en essayant de vous faire un retour de ce que je vois, c'est-à-dire un retour pragmatique, parfois un peu cru, vous m'en excuserez. L'idée étant de vous expliquer ce que je vois sur le terrain, au quotidien, puisque je fais à peu près 50 visites d'établissement par an, donc sur 3 ans, là j'en ai fait 150, ce qui permet de voir un peu les difficultés, mais aussi les très bonnes choses. Voilà. Alors le PSBC, vous le savez, c'est un plan d'urgence qui s'intègre, et c'est ça le point majeur, c'est que ça s'intègre nécessairement dans une démarche globale d'analyse de risque et de réduction des risques. S'il n'y a pas cette démarche globale, en fait, ça reste un petit plan isolé qui va être mal mis en œuvre. Et je vais vous expliquer un petit peu le sens de mon propos. Alors il faut raisonner de façon globale et pour ça il faut redéfinir un peu ce que c'est que le risque. Si je vous pose la question là, très peu vont savoir me définir ce qu'est un risque. Donc un risque, c'est une rencontre entre une source de danger et une cible. Voilà, une simple rencontre. Après, qu'il y ait des conséquences, de la gravité, ça c'est autre chose. Mais le risque, ça se définit comme ça, c'est la rencontre entre cette source de danger et cette cible. Et on peut, pour parler de risque, il faut nécessairement parler d'événements non souhaités. Ça démarre toujours par ça. Un événement non souhaité, et vous comprenez bien que dans le cadre de ce qui nous intéresse, ça va être, je vous ai mis des exemples, une inondation, un départ de feu, une explosion dans une usine Céveso à proximité des établissements, etc., etc. Voilà. Et cet événement non souhaité, il s'inscrit dans une échelle de temps. Avant l'événement non souhaité, je suis dans une situation nominale. Et puis après l'événement non souhaité, j'ai un certain nombre de conséquences sur mes cibles. Et les cibles aujourd'hui dont on parle, ce sont bien les biens culturels. Et plus j'avance dans le temps, plus les conséquences vont être graves sur ces biens culturels. Alors, quand on fait de l'analyse de risque et de la réduction des risques, on met en place ce qu'on appelle des barrières de sécurité. Et ces barrières, vous voyez que j'ai représenté avec des petites flèches, on va les mettre avant l'événement non souhaité et on va les mettre en place après l'événement non souhaité. Et tout ce qui se situe avant l'événement non souhaité, ça s'appelle des barrières de prévention. Ces barrières sont là pour réduire la probabilité d'occurrence de l'événement non souhaité. Donc je mets en place des séries de barrières sans qu'il y ait eu d'incident. Et ces barrières vont avoir pour but d'éviter que l'événement non souhaité se produise. Et puis, d'un autre côté, je vais mettre en place aussi un certain nombre de barrières de sécurité après l'événement non souhaité. Une fois qu'il s'est produit, qu'est-ce qu'on fait ? Ça s'appelle des barrières de protection dans la terminologie universitaire. Et ces barrières de protection visent à réduire la gravité des conséquences sur mes cibles, qui sont ici les biens culturels. Et là, ce schéma vous permet de voir où se situe le PSBC, en fait. Il se situe bien dans les barrières de protection,
Mais dans ces barrières de protection, il y a plusieurs catégories. Je ne vous ai pas mis toutes, mais on va retrouver des mesures constructives. On va trouver des mesures de prévision opérationnelle, et le PSBC s'inscrit dans ces mesures de prévision opérationnelle, c'est-à-dire je planifie l'organisation que je vais mettre en place en cas de sinistre. Et puis derrière, je vais avoir l'opération, c'est-à-dire d'un côté la mise en œuvre de mon plan sur le terrain, le jour J, et puis de l'autre côté, les sapeurs-pompiers qui vont intervenir avec une tactique, avec des tactiques opérationnelles particulières. Voilà ce qu'il faut comprendre. Si, une fois qu'on a dit ça, vous voyez, d'après ce schéma, si j'ai mon PSBC seul et que je ne m'occupe pas du reste, il sera inefficace. Pourquoi ? Si je n'ai pas de vecteur de vigilance sur le niveau de crue, eh bien, si je ne suis pas alerté avant la crue, je ne vais pas mettre en œuvre mon plan. Je ne serai pas en mesure de préparer. Si je n'ai pas de vecteur de détection d'un départ de feu, eh bien, le feu va se dérouler, je ne serai pas prévenu et je ne pourrai pas mettre en œuvre un plan. Voilà. Vous voyez, donc ça s'intègre dans un ensemble. Alors, on est bien sur donc, un outil de prévision opérationnelle qui constitue un plan d'urgence de gestion de crise. Alors c'est redéfini comme ça dans une note du directeur général des patrimoines de juin 2016. Et c'est à ce moment-là que la terminologie plan de sauvegarde des biens culturels est apparue. Avant, c'était plan de sauvegarde des œuvres. Et là, je vous ai surligné, dans les destinataires, je vous ai souligné personnel de l'établissement. Alors ça, c'est tiré un peu de ce que je vois sur le terrain. Certains seraient tentés de penser que ce plan s'adresse uniquement aux sapeurs-pompiers. Or, pas du tout. Pas du tout. Il s'adresse pour partie à l'établissement et pour partie aux sapeurs-pompiers. Il ne faut pas oublier qu'en cas de sinistre majeur, alors pour les plus anciens qui sont à l'écoute et qui ont bien connu la tempête de 99, on était dans un événement national avec des conséquences dramatiques et pendant le déroulement desquelles les sapeurs-pompiers ont traité des urgences en premier. Et un musée, une bibliothèque, un espace culturel ne sont pas des urgences. Il n'y a personne à sauver la plupart du temps, on est sur la sauvegarde des biens. Donc vous pouvez vous retrouver très, très, très simplement avec aucun sapeur-pompier sur les lieux avant plusieurs jours dans ce type d'événement. Avant plusieurs jours, bien sûr. Et donc il va bien falloir prendre en main, une fois que vous serez en sécurité, il va bien falloir prendre en main la situation pour essayer de sauvegarder ce qu'il y a à sauvegarder. Donc ce plan peut très bien être mis en œuvre sans les sapeurs-pompiers, il faut en être persuadé. Ensuite, bon, c'est un plan qui permet de gagner du temps. L'idée, c'est que de toute façon, les choses vont se faire. C'est-à-dire que l'homme est ce qu'il est, et il va toujours essayer de gérer la crise, de faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est une histoire de temps, en fait. Si je n'ai rien préparé, ça va se faire. Mais si l'événement s'est passé à minuit, eh ben, on va commencer à travailler à 9h le lendemain matin. Parce qu'avant 9h le lendemain matin, il ne se passera rien. Parce que les gens arrivent au travail à 9h. En revanche, si vous avez un plan, alors, si l'événement se passe à minuit, ben peut-être qu'à 2h du matin, il y aura déjà des gens qui seront déplacés, qui ont été alertés, des procédures mises en œuvre. Voilà. Et vous voyez ce delta entre 2h du matin, ça se met en branle, et 9h, il y a un décalage de 7h. Ben, ce décalage de 7h, il est fondamental pour les œuvres. Voilà. Bon, ça c'est une petite chose que je répète régulièrement, qui est un peu caricaturale, mais ça fige un peu les choses. Il faut que ce plan soit exploitable par les secours et par le personnel à 2h du matin, à 3 degrés, dans un environnement humide. C'est entre guillemets la loi de l'emmerdement maximum, si je peux me permettre, où votre événement non souhaité, il va pas arriver au bon moment, quoi. Il va arriver la nuit, donc on n'y voit pas. Justement, il fait froid ce jour-là. Et puis, de toute façon, ça sera dans une ambiance d'humidité, très certainement. Si c'est une inondation, vous imaginez bien. Mais si vous avez les pompiers qui arrivent avec des lances, vous avez de l'eau partout. Voilà, donc c'est une ambiance dégradée et un petit peu pénible.
ça se compose d'un volet opérationnel et d'un volet organisationnel. Et je vous ai mis 3 petites caractéristiques qui peuvent se figer dans vos esprits. Rusticité, ergonomie, synthèse. La rusticité, c'est lié aux conditions. Si c'est un incendie, il y a de la fumée, il peut y avoir de l'eau, de l'humidité, c'est une inondation, une rupture de canalisation. Il faut que le plan soit rustique, c'est-à-dire qu'il résiste aux conditions climatique et d'intervention. Donc si vous avez 3 feuilles comme ça que vous tendez, bon, je vous peux garantir que 10 minutes plus tard, il n'y a plus rien. Et on va vous demander est-ce que vous pouvez le réimprimer, voilà. Donc, moi personnellement, je conseille de rédiger ça sur des feuilles plastifiées dans un classeur détachable. À moins qu'il y ait des moyens numériques et qu'ils soient mis à votre disposition pour l'exploiter sur des supports numériques. Mais encore, faut-il avoir des supports numériques résistants. C'est pas le petit téléphone ou la tablette que j'achète dans un magasin d'informatique. Ergonomie. Donc ergonomie, il faut se mettre à la place d'un sapeur-pompier. Qui lui va arriver, notamment si c'est un incendie, il va arriver équipé avec ses bouteilles dans le dos, avec un masque, dans une ambiance de fumée. Donc il faut que ça soit écrit assez gros. Je conseille en général le format A3, sauf dans les petits établissements où on peut prendre du A4. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écriture, surtout des schémas. Et ça rejoint l'idée de synthèse. Je vois encore certains plans de sauvegarde où ça commence par 10 pages d'introduction sur comment rédiger le plan de sauvegarde. Bon. Non, ça c'est avant. Donc il faut supprimer ces pages-là et commencer vraiment dans le dur, avec des choses très synthétiques. Et à la limite, je dirais, tant mieux, parce que ça fait moins de choses à écrire. C'est plus rapide. Il faut prendre l'ensemble des risques en compte. Donc Marie en a parlé, et puis le directeur en a parlé aussi tout à l'heure. Donc j'en ai mis quelques-uns, c'est probablement pas exhaustif, mais il y a des risques environnementaux externes, et puis il y a des risques internes. Donc là, vous avez l'inondation, la submersion, bien sûr, les événements technologiques, les séismes quand même, avec certaines régions en France qui sont concernées par cet aléa. Et puis les événements météorologiques de type tempête. Et puis en interne, les 2 principaux, on est surtout sur l'incendie et puis sur la rupture de canalisation. On trouve toujours quand même plus ou moins les mêmes risques. Maintenant, vous pouvez avoir en interne des établissements qui sont particuliers, qui vont avoir des risques particuliers. Je pense par exemple... J'ai visité par exemple les ateliers d'INP à Aubervilliers. Ils ont des équipements techniques particuliers, des produits particuliers qui augmentent le niveau de risque. Il faut les prendre en compte. Bon, j'en ai mis 2 en rouge là quand même, qui à mon sens, mais le directeur en parlait tout à l'heure, c'est quand même les 2 risques d'avenir qu'il va falloir prendre en compte le plus sérieusement possible, qui sont l'inondation bien sûr, et puis les phénomènes météorologiques violents. Il faut s'attendre à ça dans les années à venir. Je pense type arrachement de toiture, vous voyez, ce genre de choses avec violentes tempêtes derrière. Quand on sait que beaucoup de réserves d'œuvres sont dans les combles, par exemple, ça amène une petite réflexion. Alors, quelques constats de terrain. Voilà. Alors, tout le monde sait ce que c'est un PSBC aujourd'hui. J'ai pas de doute. J'arrive jamais dans un établissement me dire qu'est-ce que c'est, monsieur, le PSBC. Non. Alors certains encore confondent avec le PSO, l'ancienne appellation. Bon, c'est pas très grave, c'est que de la terminologie, mais tout le monde sait. J'aurais pas dû toucher à ça. Non, c'est bon. Tout le monde sait ce que c'est. Pas de problème. Bon, voilà, ce que vous voyez là, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des tendances, puisque j'en tire de mes visites de 2022, dont je viens de faire le bilan, enfin un bilan au chef de l'inspection. Donc j'ai visité 41 établissements en exploitation, j'en ai visité aussi des fermés, mais je ne les ai pas comptés là, considérant que les fermés, leur PSBC n'est pas à jour, c'est normal, c'est en travaux, etc. Mais vous voyez sur 41, 14 PSBC rédigés, ça fait 34%, je pense que c'est à peu près dans les stades de Marie. Vous voyez, en 2018, on était à 18, c'est ça. Là, on est monté. C'est quand même pas très bon. C'est quand même pas très bon.
dont 2 de façon complète. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que je n'ai vu que 2 dossiers qui m'ont paru exhaustifs. Ce qui ne veut, quand je dis exhaustif, ça ne veut pas dire que les PSBC avaient été testés en exercice. Ça, non. Ça veut dire que le dossier m'a paru complet au regard de ce qu'on demande, ce que Marie enseigne, etc. Je retrouvais toutes les parties dedans. Donc vous voyez qu'il y a un problème au-delà de je fais le PSBC, c'est je le fais complètement. Bon, donc, ma petite remarque finale, oui, il faut se lancer sans attendre. Et je pense que Marie l'a souligné aussi, ce qui va... pour vraiment booster entre guillemets les gens, il va falloir inscrire ça dans un code. Donc, ça fait 2 ans déjà que j'écris ça dans mes bilans. Soit le code du patrimoine, mais peut-être de façon plus judicieuse le code de la sécurité intérieure, puisqu'on est aussi lié à Orsec, par exemple. Donc, ça a du sens tout ça. Quelques conseils de sapeurs-pompiers, on va dire. Donc ne pas attendre la fin de la rédaction du plan pour en faire un document opérationnel. Ça, c'est quelque chose que je vois systématiquement. C'est-à-dire que les établissements sont persuadés que tant que je n'aurai pas terminé mon plan, je ne le mettrai pas en œuvre. C'est une erreur. C'est une erreur. Mieux vaut avoir quelque chose, les prémices, mais tout de suite opérationnel, et me laisser 1 an pour finir, mais au moins si demain il y a un sinistre, je suis en mesure de proposer quelque chose. C'est pour ça que j'ai écrit une simple liste d'œuvres priorisées et un plan d'identification de l'emplacement de ces œuvres, même si j'ai pas de matériel, j'ai rien. Je tends ça au sapeur-pompier quand il arrive. Pour lui, c'est déjà une première mesure très très importante. Alors, certains vont me dire, oui, mais pour prioriser les œuvres, c'est un travail colossal, etc. Oui, j'entends les conservateurs, mais à chaque fois que je suis dans un établissement où il y a un conservateur ou des régisseurs, ça dépend qui gère ça, eh bien, ils sont capables de dire, sans aller dans le détail, de toute façon, il y aura ces 3-4 œuvres-là ici, et puis ces 3-là, eh ben, mettons-les sur papier, ces 3 ou 4-là, et s'il faut compléter la liste après, on complétera après, vous voyez. Important de tout de suite rendre les premiers éléments opérationnels, même si ce n'est pas fini. Intégrer les réserves d'œuvres. Ça, c'est un gros manque. Je vois des PSBC qui sont faits, mais on n'a pas traité les réserves. Alors que, de façon comptable, je m'aperçois qu'il y a bien plus d'œuvres en réserve qu'il n'y a dans les salles de présentation. Alors, je vous parle de musées, parce que je visite des musées, mais c'est vrai aussi certainement pour les bibliothèques, etc. Donc, bien penser à traiter les réserves, d'autant plus qu'une réserve ne se traite pas de la même façon qu'une salle d'exposition. La salle d'exposition, j'ai eu avant toute la réflexion sur la muséographie, qui n'ont rien lié au plan de sauvegarde, alors qu'en réserve, je peux conduire une réflexion sur le rangement de mes œuvres en tenant compte du plan de sauvegarde. Et me dire, est-ce que ces œuvres-là, finalement, je ne vais pas les ranger à un endroit spécifique pour qu'elles puissent être facilement évacuées. Alors d'autant plus important qu'il y a quand même beaucoup de réserves d'œuvres de musées notamment qui ne sont pas sécurisées, parce que justement on en parlait des MH, parce qu'elles se situent dans des MH dont les parois des cloisons n'ont pas de degré coupe-feu bien sûr, qui ont des planchers hauts en charpente de bois, on le comprend bien, qui vont être soumis au risque d'inondation par la toiture, voilà. La concertation avec les sapeurs-pompiers est nécessaire dans tous les cas. Elle n'est pas toujours simple, mais elle l'est de plus en plus parce que les sapeurs-pompiers aujourd'hui sont très sensibilisés à cette affaire. Et donc le tout est d'identifier le bon interlocuteur. C'est plus ou moins facile ou plus ou moins difficile d'identifier le bon interlocuteur. Et après, je vous présenterai un petit peu l'organisation des services d'incendie et de secours en France. Donc il y a des services d'incendie ou de secours où c'est très simple parce que, par exemple, je pense au SDIS de l'Oise, il y a un référent. Donc quand il y a un référent dans ce domaine, c'est très simple. Je contacte le référent qui va m'expliquer qui je peux aller voir. Quand il n'y a pas de référent, ça peut être le centre de secours local, ça peut être le service prévision opérationnel. Ça dépend. Donc il faut contacter le SDIS et demander qui s'occupe de ça.
Je vous ai mis quand même une chose importante, me semble-t-il. La rédaction du PSBC reste malgré tout de la responsabilité du chef d'établissement. Faut pas mélanger les responsabilités. Ce n'est pas le sapeur-pompier qui écrit le PSBC. Donc vous gardez la main sur cette affaire, mais vous concertez, bien sûr, c'est nécessaire. Cette concertation, moi je conseille pas forcément de la faire au tout début. À mon sens, il faut d'abord avoir travaillé sur le sujet. Alors, je ne vais pas empiéter sur les sujets suivants qui seront abordés, mais il faut avoir bien commencé le travail, et à un moment, une fois qu'on a les idées à peu près claires, il faut aller voir le service d'incendie et de secours, notamment pour des histoires de forme, parce qu'il peut y avoir des habitudes pour faciliter la bonne compréhension, et ça c'est important de le voir. Ne pas négliger l'achat du matériel spécifique au PSBC. Ça c'est un point de fragilité. Quand je vous dis la complétude, bien souvent c'est ça. C'est quand je demande dans mes visites, mais où est le matériel? On va l'acheter. Oui, d'accord. On l'a budgété. Ça sera l'an prochain. Bon, c'est rarement fait ça. Donc le matériel, c'est vraiment un point de fragilité. Ou alors c'est incomplet. Donc vous aurez, je pense, toutes les informations sur le matériel, mais c'est vrai que on pense beaucoup matériel pour décrocher, etc. Mais il y a d'autres matériels qui est tout aussi important. Pensez à la mutualisation avec d'autres musées. On est quand même dans une période difficile économiquement. Donc il ne faut pas s'interdire de mutualiser, pourvu que les systèmes d'astreinte, etc., permettent d'avoir des choses rapidement. Intégrer la collectivité territoriale dans la réflexion. Alors ce n'est pas le projet scientifique et culturel, le PSC, c'est le plan de sauvegarde communal. Vous savez que les communes qui sont soumises à des aléas ont l'obligation, enfin les intercommunalités aussi maintenant, depuis la modification de la loi, ont l'obligation de rédiger des plans de sauvegarde communales, et donc elles achètent du matériel. Donc pour les établissements territoriaux, c'est intéressant de s'intégrer à cette réflexion-là, plus globale des communes sur la gestion des risques. S'intéresser au matériel spécifique détenu par les services d'incendie et de secours. De plus en plus de services d'incendie et de secours achètent du matériel souvent lourd, sous différentes formes. Il y a plusieurs vecteurs. Alors là, comme je suis issu de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, je vous ai mis ce qui a été acheté par la brigade. Vous voyez ce qu'on appelle une berce. Donc ça se monte sur un porteur, un poids lourd porteur. Et ça aujourd'hui, c'est dans un centre de secours à Asnières-sur-Seine. Et s'il y a un événement majeur dans un établissement culturel, ou cultuel à Paris ou en Petite Couronne, eh bien, cette berce va partir immédiatement. Elle va arriver en 20 minutes, 20-30 minutes. Voilà. Et dedans, dans cette berce, on trouve du matériel léger qui est ni plus ni moins que du matériel de déménageur, quand on regarde bien. C'est essentiellement ça. Et puis, on va avoir des équipements un peu plus lourds, vous voyez, comme des transpalettes lourds, ce genre de choses. Voilà. Donc, il est intéressant dans la concertation avec le sapeur-pompier, de comprendre ce qu'il peut faire, lui, ce qu'il ne peut pas faire. Et ça peut aider aussi, et ça peut éviter aussi d'acheter des équipements lourds, peut-être. Mais ça ne doit pas, malgré tout, amener à ne plus rien acheter au niveau de l'établissement. Aller au bout de la démarche, alors j'en ai parlé, et notamment le volet organisationnel. Celui-là est très rarement fait, où souvent il se réduit à une liste de numéros de téléphone à contacter. C'est déjà très bien. Et là encore, je veux dire, tant mieux s'il y a déjà ça. Derrière, il y a beaucoup d'autres choses à faire au niveau organisationnel, et notamment ce que disait Marie, il faut définir comment va s'organiser la gestion de crise et définir la composition des équipes de gestion de crise, et les fiches, les actes réflexes, les fiches réflexes pour ces équipes. Voilà, s'assurer que le support du plan de sauvegarde sera rapidement disponible en cas de sinistre. Alors j'ai un cas malheureux que je ne citerai pas, mais un cas malheureux récent où on a un incendie et bien les secours demandent le plan de sauvegarde, et le plan de sauvegarde il est dans l'ordinateur. Donc certains pensent qu'on va avoir le temps d'imprimer. Non, c'est absolument pas possible. Le jour où il y a le sinistre, on n'imprime rien. Soit il est à disposition, soit il ne l'est pas. Donc,
il faut vérifier que c'est bien opérationnel et que ce plan de sauvegarde est placé à un endroit où on pourra le chercher rapidement. Ce n'est pas au 4e étage dans le bureau du conservateur. Ça ne fonctionne pas. Hein. Donc il faut arriver aussi à le sécuriser, c'est important, mais alors évidemment c'est plus facile quand il y a un poste de sécurité, hein, mais il n'y en a pas toujours. Donc là il faut réfléchir. Hein, mettre le PSBC à l'épreuve en organisant des exercices, si possible, avec les services de secours. Mais ça, pour le moment, c'est pas encore bien entré dans les mœurs, hein, mais ça va arriver. Hein, c'est la dernière étape, mais elle est ô combien importante pour en tirer du retour d'expérience. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Et enfin, je vous ai mis, ça me paraît important, parce que moi-même, quand je suis arrivé au ministère de la Culture il y a 3 ans, je n'y connaissais rien dans le monde de la culture. Hein. Je ne sais pas ce que c'était un conservateur, un régisseur, quelles sont les missions de ces personnes, etc. etc. Et donc il y a une vraie nécessité de connaissances mutuelles. Hein. Au-delà du simple PSBC, c'est comprendre qui fait quoi dans un établissement culturel, quel qu'il soit. Qui sont les acteurs, et de l'autre côté, les établissements culturels ont aussi besoin de connaître le monde sapeur-pompier, hein, comment ça s'organise, et par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une intervention majeure, qu'est-ce qui va se déployer dans une intervention majeure, et le commandant des opérations de secours, qu'est-ce qu'il va attendre, hein, qui veut avoir comme interlocuteur, pourquoi faire, voilà. Là, je vous ai mis un véhicule poste de commandement. C'est important parce que dans toute intervention majeure, vous allez voir ce genre de véhicule se déployer. Et c'est là que va se passer la guerre. Hein. Encore faut-il savoir à quoi ça sert, qui sont les acteurs. À partir de là, il va se déployer notamment ce qu'on appelle un secteur sauvegarde des biens culturels, hein, c'est-à-dire un officier ou un sous-officier supérieur qui va s'occuper que de ça, de la sauvegarde. Donc lui, il va lui falloir un interlocuteur immédiat et lui, il va avoir à disposition des équipes pour s'occuper que de ça, hein. Enfin des engins. Voilà, dernière chose, rapidement, donc, il m'avait été demandé de présenter un peu l'organisation des services d'incendie et de secours en France. Alors, sans être trop long, hein, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 types de services d'incendie et de secours en France. Hein. Il y a les services départementaux d'incendie et de secours, qui sont les plus nombreux. Hein. Vous avez le bataillon de marins-pompiers de Marseille, je reviendrai après, et puis vous avez la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Alors, ces entités sont placées sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, DGS-CGC, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, dont on a un représentant aujourd'hui. Cette direction est notamment chargée de prévenir les risques technologiques et naturels, et puis de coordonner, enfin d'établir aussi des doctrines, et puis de coordonner les secours en cas d'opérations importantes. Alors il y a tous les services d'incendie et de secours, et puis il faut savoir que la DGS-CGC dispose aussi de moyens nationaux, hein, qui sont de sécurité civile, qui sont un peu moins connus, les avions bombardiers d'eau, les hélicoptères, les démineurs, mais surtout des formations militaires de sécurité civile, ce qu'on appelle les FORMISC, hein, qui seraient en capacité de se déplacer en cas sur le territoire, de se déployer sur le territoire en cas d'événements majeurs. Et puis vous avez bien sûr les associations de sécurité civile. Alors les services départementaux d'incendie et de secours, ce sont des établissements publics, administratifs autonomes, donc qui relèvent des départements. Ils sont placés sous une double autorité, celle du préfet pour la gestion opérationnelle et puis celle d'un conseil d'administration pour la gestion administrative et financière. Bon, ce conseil se compose d'élus, notamment, hein, des communes ou des EPCI qui ont compétence en matière de secours et de lutte contre l'incendie. Ces 10 sont dirigés par un officier supérieur de sapeurs-pompiers. Au sein d'un SDIS, vous trouvez des centres de secours principaux, qui sont les plus gros. Hein, enfin, il y a un découpage territorial, si vous voulez. Hein, des centres de secours, enfin des groupements, à l'intérieur desquels vous trouvez des centres de secours principaux, des centres de secours, et puis des centres de première intervention, qui, eux, ne vont pouvoir réaliser qu'une intervention à la fois. Et vous avez enfin un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours qui, lui, va veiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui va coordonner les interventions. Voilà. Donc, au sein de ces SDIS, vous avez 3 catégories de personnel. Hein. Vous avez les sapeurs-pompiers professionnels, ils sont 42 000 fonctionnaires territoriaux. Vous avez les sapeurs-pompiers volontaires, qui sont à peu près 200 000, hein, qui eux sont des citoyens,
qui s'engagent pour protéger les personnes, les animaux et les biens en complément d'une activité principale. Et puis vous avez le personnel administratif et technique qui sont des fonctionnaires. Voilà. Donc vous voyez que vous avez un ratio de 20%, 80%, 20% de pompiers professionnels et 80% de pompiers volontaires. C'est important de le savoir. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille, donc lui c'est une unité militaire qui relève de la Marine nationale, qui a été créée en 1939 à la suite de l'incendie des Galeries Lafayette en 1938 à Marseille, qui avait fait 73 victimes. Donc c'est une unité militaire qui a 2500 militaires et civils. Ils sont placés pour emploi sous l'autorité du maire de Marseille et organiquement ils sont sous l'autorité d'un officier général. Et eux, donc, ils assurent la protection des personnes, des biens et de l'environnement sur un territoire assez limité qui est la ville de Marseille, le grand port de Marseille, le grand port maritime de Marseille, l'aéroport Marseille-Provence, Airbus Hélicoptères et les ports de Fos-sur-Mer et de Port-de-Boueux. Voilà. Et puis enfin la BSPP, elle est une unité militaire qui relève de l'armée de terre, donc le ministère des Armées, qui a été créée par décret impérial le 18 septembre 1811. C'était alors bataillon, et puis c'est devenu régiment, puis brigade. Et la création était liée au feu de l'ambassade d'Autriche à l'occasion de l'union de Napoléon et de l'Autrichienne Marie-Louise en 1810. Il y avait eu un nombre très important de morts. Donc cette unité, elle est pour emploi sous l'autorité du préfet de police de Paris. Et elle est placée sous le commandement d'un officier général de l'armée de terre. Le bataillon, donc lui, il est devenu régiment en 1967, puis il est devenu brigade, pardon, le régiment puis brigade en 1967. Et aujourd'hui, donc, il assure la protection des personnes, des animaux et des biens et de l'environnement à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, donc 4 départements, mais aussi au centre spatial de Kourou, en Guyane, au centre d'essai des Landes de Biscarrosse, qui relève de la Direction générale de l'armement, au ministère de la Défense, où il y a un détachement sur le site de Ballard, le ministère des Armées, pardon, mais aussi dans certains grands établissements nationaux que sont le musée du Louvre, Orsay, la Bibliothèque nationale de France, l'Hôtel national des Invalides, l'Assemblée nationale, la préfecture de police. Voilà. Et la BSPP dispose aussi d'un détachement à la Direction générale de la sécurité civile et au ministère de la Culture. J'en suis le représentant. Cette unité comprend 8600 sapeurs-pompiers militaires. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante sur le PSBC. Alors, ça ne marche plus. Voilà. Alors, moi, je voulais conclure cette première partie en m'excusant pour cette voix éraillée extrêmement désagréable, mais la grippe a eu raison de moi. Donc, toutes mes excuses pour voilà, cette voix absolument pas agréable. Je voulais vous parler de l'intérêt du PSBC pour nous, établissements, pour vous, établissements. C'est une conclusion par rapport à ce qu'a dit Laurent Fuentes et évidemment Marie. Je pense que si là, je vous interrogeais, vous serez capable de me dire à quoi sert un PSBC, quel est l'intérêt pour un établissement de se doter d'un plan de sauvegarde des biens culturels. C'est évidemment, et vous l'avez compris, c'est de se doter d'un document opérationnel adapté et utilisable pour les services de secours. Je pense que ça a été dit et redit, document opérationnel. Deuxième élément fondamental, repérer immédiatement les biens culturels qui doivent être évacués ou protégés sur place. Cette thématique sera traitée lors de la deuxième séance au niveau de la priorisation des biens. On vous aidera à justement choisir quelles sont les œuvres à évacuer et à protéger. Une autre séance, Marie vous en a parlé, sera consacrée à l'élaboration du matériel. Quel matériel choisir ? Comme l'a dit Laurent Fuentes, c'est indispensable d'avoir du matériel d'urgence pour la prise en charge des œuvres. Autre thématique, évidemment,
identifier les espaces de repli et de traitement, c'est fondamental dans un plan opérationnel. On priorise, on a du matériel et après, il faut savoir où on place nos œuvres qui sont évacuées. La partie qui est en effet, mais on vous aidera à commencer à l'élaborer, c'est la partie fonctionnelle. On a parlé du plan opérationnel, on en parlera beaucoup, mais il y aura ce plan fonctionnel qu'il faudra que vous fassiez à terme. Et justement, c'est l'idée de se structurer en interne, d'avoir des équipes formées qui sont capables de répondre à l'urgence, de répondre, de pouvoir mener à bien les premières opérations de sauvetage. Et donc, tout se fera en interne par vous, les régisseurs, les responsables des collections. Et ça, tout sera inscrit dans votre plan fonctionnel, justement. Et enfin, la notion de résilience étant très importante dans un PSBC, c'est évidemment l'intérêt de pouvoir avoir une action efficace, ciblée. Comme on vous l'a dit, en cas d'incident, on ne peut pas tout sauver. Il faut aller droit au but. Il faut savoir ce qu'on veut sauver, d'où la nécessité d'un PSBC. Et si on sait où on va, eh ben on pourra se relever plus rapidement et mieux. Donc cette notion de résilience est absolument fondamentale. Donc voilà, l'intérêt d'un PSBC, mais ça vous l'avez compris là, depuis 1h30, je pense qu'on ne vous convainc plus. Et surtout, ce qui est très important, c'est cette nécessité d'une collaboration entre les sapeurs-pompiers, les services des secours et vous, établissement. C'est vraiment de créer ce lien, de ne pas faire ce travail tout seul dans votre coin, mais c'est surtout échanger avec vos centres de secours le plus régulièrement possible et le plus rapidement possible dès que vous allez vous mettre à travailler sur ce PSBC. Voilà pour conclure cette première partie. On va passer, je pense, à une pause de quelques minutes. Et voilà. Et on reprend à 15h30.